Bonjour, je suis Vincent Pléchat de la Société du Canal de Provence, au Tolonais. Je vais vous parler du projet Regain, qui est un projet pour accompagner les agriculteurs du plateau de Valençol dans la transition agroécologique par le développement de pratiques performantes, résilientes et préservant l'environnement. Voilà, donc ça c'est le grand chapeau, le grand projet de ce projet Regain. Donc ce projet, c'est un projet qui prend place sur le plateau de Valençol. C'est un territoire agricole très important puisque ça représente environ 24 000 hectares de surface agricole utile, assez concentré puisqu'il y a 250 exploitations agricoles sur ce territoire, avec des filières bien structurées, en particulier les plantes à parfum avec la coopérative STA3P, ou les céréales oléoprotéagineux, avec GPS, Prodia et des établissements Garcin. C'est aussi un territoire qui est riche en biodiversité et qui est classé Natura 2000. C'est un territoire qui est enfin très connu pour le tourisme, avec ses paysages caractéristiques de plateaux bleus de lavande sur fond alpin. Alors c'est un territoire qui, malgré tous ses atouts, fait face aussi à des difficultés et qui doit faire face à de nombreux enjeux. Bien sûr, comme tous les autres territoires, il est concerné par le changement climatique, mais il est aussi affecté par diverses pollutions de captage d'eau, avec des objectifs de reconquête de la qualité des eaux via un dispositif d'aire d'alimentation de captage. Les eaux ont été polluées il y a des années, en particulier par des pesticides, dont le 2,6-D, le 2,6-dichlorobenzamide, qui n'est plus utilisé depuis très longtemps, mais qu'on retrouve encore dans les nappes. Et puis, comme beaucoup d'autres territoires, c'est une zone vulnérable au nitrate qu'on retrouve aussi dans les prélèvements d'eau. Donc cette zone vulnérable au nitrate concerne 15 communes. Parmi les difficultés rencontrées, il y a aussi le dépérissement du lavandin qui affecte cette zone qui est couverte de lavandin. Dépérissement lié à un insecte, la cicadelle, qui est vecteur du phytoplasme du stolbure, qui entraîne donc des problèmes de dépérissement et de mortalité du lavandin. On a une baisse de la fertilité des sols avec une baisse en particulier de la teneur en matière organique qui entraîne en cascade toute une série de conséquences sur la fertilité. Et puis enfin, il y a des difficultés économiques avec, pour le système traditionnel, enfin depuis des années qu'on retrouvait sur le plateau de Valençol, c'était une alternance lavandin-blé dur. Depuis quelques années, le blé dur, les cours mondiaux du blé dur se sont effondrés et donc on a des difficultés de rentabilité sur cette culture pour les agriculteurs. Donc les agriculteurs progressivement passent à autre chose. Le projet Regain est un projet partenarial qui a été initié à partir de 2014. Et c'est un projet original dans le sens où il allie trois institutions à l'origine, trois institutions qui sont présentes sur le plateau. La Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, le Parc naturel régional du Verdon et la Société du Canal de Provence. Donc trois institutions qui ont des objectifs assez différents et dont certaines peuvent être parfois considérées comme étant en concurrence ou en rivalité. Et donc l'originalité, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table ces institutions et ensuite d'y avoir adjoint Agrosys, la chaire Agrosys Montpellier, qui apporte une plus-value scientifique aux démarches. Et puis dernièrement, la DLVA est en train de rejoindre le partenariat. La DLVA, donc Durance Luberon Verdon Agglomération, le PCI sur le territoire duquel se déroule ce projet. Donc chaque acteur apporte son expertise, ses contacts, son expertise, ses compétences propres, mais aussi des contacts privilégiés avec les agriculteurs du plateau. Et puis une capacité d'animation sur diverses thématiques vraiment tournées vers les agriculteurs.
Le projet a obtenu des financements assez variés en fonction des actions et du déroulement. Financement je ne vais pas tous les citer, hein, l'Europe, la région, l'Agence de l'eau, la DLVA, l'ADEME, etc. Et maintenant, je vais vous présenter le cadre logique avec les objectifs du projet et la manière dont les actions se raccrochent à ces objectifs. Donc on a fait tout un travail pour clarifier nos objectifs après une première période entre 2014 et 2020 où on a lancé un certain nombre d'actions. Au terme de cette première période, on a essayé de reclarifier nos objectifs. Donc l'objectif chapeau d'accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique par le développement de pratiques performantes, résilientes et préservant l'environnement se divise en deux objectifs principaux. Un premier objectif qui est un objectif plutôt environnemental qui va intéresser la société en général, qui est de reconquérir la qualité de l'eau, la qualité des eaux souterraines et de cultiver les externalités positives des agrosystèmes. Et puis un deuxième objectif qui va peut-être plus intéresser l'agriculteur, qui est d'optimiser la multiperformance des exploitations agricoles dans un contexte de dérèglement climatique. Ces deux objectifs principaux sont ensuite décomposés et déclinés en objectifs opérationnels. Donc l'objectif d'améliorer la fertilité et la qualité des sols, l'objectif de préserver la biodiversité, l'objectif de diversifier les paysages agricoles du plateau de Valensole, l'amélioration de l'efficience des intrants, le développement des productions à forte valeur ajoutée, le développement des échanges et de la coopération entre les agriculteurs et puis entre les agriculteurs et les institutions présentes sur le plateau. Et enfin, le dernier objectif de sécuriser la production face au dérèglement climatique. Donc ces objectifs opérationnels sont ensuite atteints via des actions qu'on a divisées en trois piliers. Un premier pilier qui est de cultiver la diversité des agrosystèmes du plateau de Valensole. Et donc on voit, pour ce premier pilier, quels sont les objectifs opérationnels que nous cherchons à atteindre. Deuxième pilier, le pilier des sols et de l'augmentation du taux de matière organique. Et enfin, le troisième pilier qui est d'optimiser l'efficience des intrants et de réduire leur impact sur l'environnement et les milieux naturels. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc, je vais passer la parole à plusieurs intervenants qui interviennent sur ces différents piliers. Donc, tout d'abord, à Aurélie Mété de la chaire Agro6 Montpellier, qui est maître de conférence en agronomie à Montpellier Sup Agro. Ensuite, à Sophie Dragon d'Armusé, du Parc naturel régional du Verdon, qui est co-animatrice du projet Regain. Puis Nicolas Urruti, Société du Canal de Provence, pour le pilier 3, ingénieur dans le département des aménagements hydro-agricoles. Et puis enfin, Charles Roman, de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, qui est aussi co-animateur du projet Regain. Voilà, merci. Je transmets la parole à Aurélie Mété. Bonjour à tous. Merci de cette introduction. Je m'appelle Aurélie Mété, je suis effectivement maître de conférence à l'Institut Agro Montpellier Sup Agro et je prends part aux travaux de la chaire Agro6, qui est une chaire d'entreprise de Montpellier Sup Agro qui intègre notamment parmi ses entreprises mécènes la Société du Canal de Provence. Donc, comme il est indiqué sur la diapositive, je vais illustrer un certain nombre de travaux récemment conduits dans le cadre de la chaire Agro6 par des étudiants de l'Institut Agro Montpellier Sup Agro sur la thématique du pilier 1, c'est-à-dire cultiver la biodiversité, la diversité des agrosystèmes. Donc, ces travaux sont au nombre de 3. Il y a d'abord un travail conduit dans le cadre d'un mémoire d'ingénieur
dont le but était d'évaluer la contribution de la diversité des cultures et des activités agricoles à la résilience des agrosystèmes du plateau de Valensole. Un second travail concernant la valorisation de légumineuses fourragères sur le plateau de Valensole. Et un troisième travail à l'échelle du territoire qui consistait en la caractérisation des paysages et de leurs composantes dans une approche multifonctionnelle des services écosystémiques qu'ils pouvaient rendre à l'échelle de ce territoire. À travers leur titre, vous pouvez percevoir que ces travaux évoquent ou traitent, mobilisent différentes dimensions de la diversité des agrosystèmes, des dimensions agronomiques, des dimensions techniques, mais également des dimensions écologiques et paysagères. Alors sur la diapo suivante, vous pouvez revoir le cadre logique du projet Regain qui vient d'être présenté. Je le repositionne simplement pour bien montrer qu'à travers ce pilier 1 de cultiver la diversité des agrosystèmes, eh bien, on peut viser un grand nombre des objectifs opérationnels du projet Regain. Et dans les exemples que je vais développer juste après, vous verrez dans quelle mesure ils ont contribué à montrer comment diversifier les paysages, à développer une plus grande valeur ajoutée sur les productions par l'introduction de nouvelles cultures, et enfin à préserver la biodiversité pour favoriser les services écosystémiques. Donc je vais passer au premier exemple, donc le travail de Thibault Lefebvre, qui traitait de la contribution de la diversité des cultures et des activités agricoles à la résilience des agrosystèmes du plateau de Valensole. Alors en termes de démarche, ce travail s'est basé sur de la modélisation bioéconomique, vous voyez au cœur de la diapo, étudiant 3 exploitations réelles du plateau de Valensole, suivant 3 scénarios d'évolution des conditions de production agricole. Alors les 3 scénarios envisagés étaient les suivants. Le premier concernait la modification des marchés en jouant sur les prix de vente de blé dur, du lavandin et des légumineuses à graines. Le second scénario traitait de l'évolution d'alternatives techniques, avec notamment le développement du réseau d'irrigation sur le plateau et l'enherbement éventuel du lavandin. Et le troisième scénario était plutôt réglementaire, puisqu'il envisageait un changement de réglementation en diminuant les IFT. Donc le principe était le suivant, le modèle bioéconomique fonctionnait à partir de données collectées sur la base d'enquêtes auprès d'agriculteurs et d'acteurs locaux, et envisageait, par un certain nombre de calculs, l'évolution de la rotation et de l'assolement en relation avec les différents scénarios que je viens de vous présenter. Le tout étant à la fin, c'est l'étape 4 sur la droite, discuté avec les acteurs locaux. Alors, diapo suivante, quelles situations ont été envisagées? Donc, on a effectivement bien travaillé sur 3 situations réelles du plateau de Valensole. Donc, vous voyez ici, dans les 3 camemberts, l'assolement. Il s'agit bien de l'assolement initial, qui montre le niveau de diversification, donc suivant l'exploitation agricole 1, EA1 en zone irrigable, EA2 en zone de dépérissement et EA3 en polyculture élevage. On peut déjà noter qu'au niveau de ces situations initiales, on avait une relativement grande diversité de production et une part non négligeable des productions légumineuses que vous voyez ici, pois chiches, pois, févrole, comme indiqué en orangé, jaune et rouge sur la diapositive. Donc, à partir de ces scénarios, de ces situations initiales, ont été envisagés donc les scénarios que j'ai présentés. Et la diapo suivante va simplement illustrer les types de résultats obtenus dans ce travail. Alors, c'est un exemple de résultat, mais pour montrer le potentiel de ces études basées sur de la modélisation bioéconomique. Je passe à la diapo suivante. Donc, cette diapo montre l'évolution de la part de surface concernée par le pois, ou le pois chiche, ou la févrole, ou le blé dur, ou les plantes aromatiques, ou les légumineuses fourragères, suivant les 3 exploitations, ça correspond aux 3 couleurs, et suivant des perspectives liées au scénario numéro 1, qui, je vous le rappelle, traitait de la variabilité des prix et des rendements pour la situation agricole initiale.
Alors, sans rentrer complètement dans le détail, ce qui est intéressant à noter sur cette diapositive, c'est que l'évolution des prix, et notamment l'augmentation des prix de vente des légumineuses, ne s'accompagne pas systématiquement d'une augmentation. Vous voyez, les barres ne sont pas toujours dans le côté positif, hein, des cultures de pois chiches, de pois de févrole, ni des légumineuses fourragères. Alors, ceci pour la principale raison accompagnée par l'augmentation des prix, s'accompagne aussi une prise de risque augmentée pour les agriculteurs. Et donc on voit que cette augmentation des prix n'est pas forcément le levier pour favoriser l'insertion des légumineuses dans les rotations. Le deuxième point que l'on peut discuter à partir de cette diapositive de résultats est le fait que les situations initiales que je vous ai présentées comportaient déjà une certaine partie de l'assolement en légumineuses. Sans doute serait-il intéressant d'envisager l'évolution de l'exploitation agricole qui avait moins de légumineuses au départ. Et le troisième point, intéressant aussi à noter, est que sur les autres évaluations de l'effet de l'introduction des légumineuses, le travail a permis de montrer la réduction notamment des impacts environnementaux des systèmes de culture, notamment par la moins grande dépendance à l'échelle du système de culture vis-à-vis des intrants azotés. Donc voilà pour ce premier travail. Je vous propose maintenant qu'on passe au deuxième exemple, donc diapo suivante, traité par Alexia Rejas sur la valorisation de légumineuses fourragères sur le plateau de Valençol. Donc en quoi a consisté ce travail? Ce travail a consisté en une enquête auprès de différents professionnels du secteur, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de techniciens, d'éleveurs, sur la place, le rôle et l'intérêt des légumineuses pour leur activité agricole. Alors j'ai choisi de représenter uniquement ce schéma-là pour vous montrer comment étaient perçues les légumineuses. Donc soit pour leur fonction d'engrais vert, donc leur capacité à restituer de l'azote au sein du système de culture et donc à éventuellement limiter les intrants azotés dans les cultures suivantes, soit du point de vue d'autres valorisations que vous voyez ici, telles que semences, déshydratation, pâture ou fauche. Ce qui était intéressant notamment sur ces légumineuses, c'était la capacité qu'elles avaient de fournir de la ressource fourragère pour les éleveurs. Alors, quelles ont été les légumineuses particulièrement mises en avant par l'enquête? Eh bien, il s'agissait de luzerne, de sainfoin, de veste commune et de herse, une espèce un petit peu moins connue. En conclusion, le travail d'Alexia Rejas a mis en avant la faisabilité technique et agronomique de l'introduction de légumineuses fourragères et a montré, du point de vue des agriculteurs, un besoin d'accompagnement technique pour l'encourager encore plus à l'échelle du plateau de Valençol. Dernier exemple dont je voudrais vous parler, donc toujours issu d'un travail d'étudiant, cette fois-ci de Camille Garbet, dans le cadre d'un mémoire d'ingénieur. Donc il s'agit de la caractérisation des paysages et de leurs composantes dans une approche multifonctionnelle des services écosystémiques rendus à l'échelle d'un territoire. Donc concrètement, le travail a consisté en une enquête, là aussi, auprès de 13 agriculteurs. Lors d'entretiens semi-directifs, Camille a essayé d'identifier quelles étaient les surfaces d'intérêt écologique des exploitations enquêtées, afin de les positionner sur une carte et afin de les typer, c'est-à-dire d'identifier les catégories d'infrastructures agroécologiques. Sur la diapositive, vous voyez qu'on a les prairies permanentes et les parcours, les surfaces non cultivées, les éléments lithiques tels que murs et terrasses, les zones humides, les éléments arborés, les surfaces cultivées. Donc ça, c'est l'ensemble des infrastructures agroécologiques. Et donc, suivant les exploitations, on trouvait à l'échelle du plateau plusieurs de ces infrastructures. Le point fort de ce travail a été de montrer que la plupart des agriculteurs du plateau de Valençol, même s'ils connaissent, même s'ils comportent sur leur surface des infrastructures agroécologiques, ne les considéraient pas comme une activité à part entière de leur système et ne les valorisaient pas forcément à la hauteur de ce qu'elles pourraient fournir. Donc là aussi, se sont posées des questions en termes d'incitation au développement de ces infrastructures agroécologiques, dans la perspective de mieux les reconnaître du point de vue de leur fonction et de mieux les intégrer dans les systèmes de production agricole. Donc voilà pour les 3 exemples que nous avons choisi de développer pour ce pilier 1. Je voudrais maintenant, en dernière diapositive, vous parler des perspectives qu'offrent ces travaux d'étudiants dans le cadre de la chaire Agno 6.
Donc la première perspective, excusez-moi, concerne le travail sur l'introduction des légumineuses fourragères. Un des enjeux autour de cette question des légumineuses fourragères consiste à voir dans quelle mesure on peut trouver des arguments économiques, notamment pour inciter les producteurs à les réintroduire dans leur rotation. La deuxième piste de travail sur la diversification concerne cette fois-ci la valorisation des légumineuses à graines. Et une des perspectives pourrait consister en la démonstration de réussite. Alors je pense notamment à des associations lentilles, corail, blé tendre, et à des valorisations économiques sous des marques telles que Fermier de Provence, etc. Donc l'idée, c'est d'aller un cran plus loin sur la valorisation de ces productions de légumineuses à graines. Et enfin, sur le dernier axe illustré par le travail concernant les infrastructures agroécologiques, là aussi, un effort de démonstration et d'intégration plus claire des services rendus par ces infrastructures agroécologiques pourrait être mis en œuvre afin de montrer aux agriculteurs un certain nombre de bénéfices, notamment la réduction d'usage, par exemple, des produits phytosanitaires. Je vous remercie pour votre attention. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième pilier sur le réseau sol de Regain. Bonjour, donc je m'appelle Sophie Dragon-Darmusé, je suis chargée de mission agroécologie au Parc naturel régional du Verdon et je co-anime avec la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence le projet Regain, en particulier sur le volet sol. Donc là, je vais vous présenter le réseau sol de Regain qui correspond donc au deuxième pilier dont vous a parlé Vincent. Alors les objectifs de ce deuxième pilier, c'est déjà au travers d'un groupe d'agriculteurs moteurs, qui sont maintenant une vingtaine, de développer une dynamique autour de la qualité biologique des sols, en lien avec la productivité et la durabilité des écosystèmes. Et donc l'autre objectif, ça a été aussi d'initier et de suivre l'expérimentation de pratiques agroécologiques à travers donc différentes pratiques que sont les couverts végétaux, la fertilisation organique et les itinéraires bas intrants. Donc en fait, ce réseau sol de Regain, il a vraiment émergé à partir de 2016, où on a dressé un constat de l'état des sols à travers quelques premières analyses qui ont été faites chez des agriculteurs volontaires, une dizaine d'agriculteurs, avec des profils de sol, et puis une première formation pour les agriculteurs sur ce sujet du sol, et où on a pu constater un certain nombre de problématiques de dégradation des sols sur le plateau de Valençol, donc qui ont amené au lancement de ce réseau sol en 2017, à travers donc un chef de file qui est le Parc du Verdon, et puis différents partenaires que sont la coopérative SCA3P, pour notamment le lavandin, la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, un centre d'expérimentation, donc le CRIEPAM, sur les plantes à parfum, le Canal de Provence, la Société du Canal de Provence, et puis l'UMR Éco et Sol à Montpellier, pour tout le travail de recherche notamment qui a été fait en lien avec les stagiaires. Donc ce réseau sol, il s'est basé au départ sur 23 agriculteurs lavandiculteurs volontaires, et il s'est étalé sur 3 premières années de suivi chez ces agriculteurs. Donc ce suivi, il a consisté dans un premier temps à une importante campagne d'analyse de sol qui ont été réalisées sur 34 parcelles de lavandin, donc de plantiers, de jeunes lavandins, en 2017, dans une grosse campagne d'analyse. Le but, c'était de dresser un état des lieux de la qualité des sols sur le plateau et à travers ces agriculteurs. Donc je vais vous en parler juste après, de la qualité de ces sols, mais voilà, pour vous dire que ça aboutit tout ça aussi à un cycle de formation sur la vie du sol à destination des agriculteurs, également sur la matière organique et sur les pratiques agroécologiques. Le but étant vraiment d'impliquer les agriculteurs dans ce projet. Et puis ensuite, on a réalisé une analyse globale de la fertilité du sol en lien avec les pratiques agricoles, les pratiques agronomiques. Le but, c'était d'essayer de répondre à la question suivante, quels sont les systèmes qui offrent le meilleur compromis finalement entre la qualité du sol, la productivité et la durabilité de l'agrosystème. Donc finalement, pour répondre à cette question, on a travaillé sur 3 axes. À la fois, d'un côté, faire un état des lieux de la fertilité des sols, donc à travers les analyses physico-chimiques, biologiques du sol,
Également, faire un état des lieux des pratiques qui étaient réalisées par les agriculteurs et les mettre en lien avec les résultats économiques qui étaient recensés sur les différentes exploitations qu'on a suivies. Donc, je vais vous présenter un exemple en fait des types de sols qu'on peut retrouver sur le plateau pour illustrer un peu les problématiques qu'on peut avoir en termes de fertilité du sol. Donc là, c'est un sol type qu'on peut retrouver sur le plateau de Valensole auprès de ces agriculteurs. Donc vous voyez qu'il s'agit de sols déjà à texture à dominante argilo-limono-sableuse. Donc texture assez fine finalement, donc des sols qui ont potentiellement d'assez bonnes capacités de fixation. On le voit au travers de la capacité d'échange cationique qui est moyenne, qu'on peut voir dans le tableau. Ce qui saute aux yeux, c'est notamment le taux de matière organique de ces sols qui est relativement bas, donc autour de 1,5% de matière organique dans les sols. Donc ce qui est assez bas, notamment pour ce type de sol avec une texture fine où normalement on pourrait attendre jusqu'à 3% de matière organique. On voit aussi que c'est des sols qui sont en général très calcaires, avec beaucoup de calcaire actif. Donc ça entraîne un certain nombre de problématiques, notamment sur la disponibilité des éléments minéraux, en particulier le phosphore, où on voit que même si le phosphore est potentiellement présent en quantité satisfaisante, il n'est pas forcément disponible pour les cultures. Donc ça, c'est ce qui concerne les caractéristiques physico-chimiques. Après, si on regarde un peu plus précisément le fonctionnement biologique du sol, là, on peut voir, donc, là, ce que vous voyez sur la diapositive, c'est déjà le taux de matière organique qui est effectivement bas par rapport aux normes souhaitables, qui sont plutôt entre 3 et 4%. Et puis si on regarde un peu plus précisément le type de matière organique qu'on retrouve dans ces sols, on voit que, alors on distingue deux types de matière organique. On a la matière organique liée qui correspond finalement à l'humus qu'on peut retrouver dans le sol, donc la matière organique plutôt stable qui va servir de réservoir à long terme pour le sol et qui va se minéraliser très progressivement, qui participe à la structuration du sol. Et on a d'un autre côté la matière organique libre qui est donc beaucoup plus réactive et qui est en général la matière organique plus fraîche, qui va servir à stimuler l'activité microbienne, qui va servir de nourriture aux microbes du sol et qui va se minéraliser assez rapidement finalement pour être plus tard utilisée par les plantes. Et donc on voit que dans ces sols du plateau de Valensole en général, la matière organique libre est en quantité assez correcte, on va dire, en proportion. Par contre, celle qui fait vraiment défaut, c'est la matière organique liée, donc l'humus. Donc on voit que cet humus est très peu présent dans les sols du plateau. Si on regarde plus particulièrement l'activité microbienne, enfin en particulier la biomasse microbienne, on voit que celle-ci est assez faible par rapport aux normes souhaitables pour ce type de sol. Et donc finalement, alors sur ces graphiques, on peut essayer, ces graphiques qui peuvent permettre d'expliquer un petit peu l'origine du problème. Là, on a observé comment se comportaient le carbone et l'azote en termes de minéralisation. Et donc on a observé l'activité microbienne, c'est-à-dire comment les microbes minéralisent le carbone et l'azote dans ce sol. Et là, on voit sur les courbes qu'à la fois en termes de minéralisation du carbone et en termes de minéralisation de l'azote, on est sur des valeurs faibles de minéralisation. Et si on regarde un petit peu plus en détail dans les tableaux, on voit que finalement, l'indice de minéralisation, il n'est pas si mauvais que ça, il est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que finalement, le carbone et l'azote se minéralisent assez bien, mais au final, la quantité minéralisée sont faibles. Et en fait, ça montre que finalement, ce qui est limitant, c'est plutôt la quantité d'azote et la quantité de carbone organique disponible pour l'activité microbienne qui font défaut. Donc, ce n'est pas tant un problème d'activité microbienne, mais plus de ressources disponibles pour ces microbes pour fonctionner, qui fait défaut.
A contrario, on peut observer, donc on a pu observer quand même chez certains agriculteurs qui étaient aussi sur le plateau, qu'il y avait différentes pratiques, qu'il y avait des pratiques notamment de mise en place de couverts végétaux. On a pu observer les différences par rapport aux précédentes analyses que je vous ai montrées, qui étaient plutôt des analyses qui correspondent à des systèmes de culture labourés, sans couverts végétaux et sans apport de matière organique. Donc là, on a fait aussi des analyses chez des agriculteurs qui pratiquaient ces couverts végétaux. Donc là, l'analyse que je vous présente, c'est chez un agriculteur qui a planté son lavandin dans un couvert de sainfoin. Et donc là, on voit qu'on a des résultats complètement différents. Déjà, en termes de matière organique, on est sur des taux beaucoup plus importants. Et en particulier sur l'activité microbienne également. Et en termes de type de matière organique présente, on voit qu'on est en termes de matière organique libre, donc disponible pour les microbes, sur des teneurs tout à fait acceptables, encore un petit peu bas sur les teneurs en humus, mais voilà, on peut en déduire, bon, c'est assez instinctif, mais que ce type de pratique est favorable au taux de matière organique du sol et à l'activité microbienne. Et donc c'est confirmé dans ce tableau où vous voyez les courbes de minéralisation du carbone et de l'azote qui sont au-dessus des valeurs souhaitables, donc tout à fait satisfaisantes, a priori grâce à cette pratique de couvert végétal. Du sainfoin qui est en plus une légumineuse, donc en termes d'azote, qui a des propriétés intéressantes, donc de fixer l'azote de l'air. Donc en fait, finalement, à travers toute cette batterie d'analyse de sol chez de nombreux agriculteurs, on a pu en déduire des pratiques qui étaient plutôt favorables à une bonne fertilité du sol, parce que au cœur de ces différents agriculteurs chez qui on a fait des analyses, on a pu les classer en différents groupes en fonction de leurs pratiques agricoles. Et donc on en a déduit un certain nombre de pratiques qui étaient préjudiciables à la fertilité du sol. Et donc, on en a déduit les pratiques qui permettraient d'améliorer la fertilité du sol. Donc, à savoir, pour commencer, la limitation des labours à des labours plutôt superficiels, au-dessus de 20 cm, enfin 20 cm maximum, parce qu'on a vu que chez les agriculteurs qui labouraient très profondément et régulièrement, donc à 40 cm, on avait une très faible activité microbienne et ressources en matière organique, parce que le labour accélère la minéralisation et déstocke, on va dire, la matière organique du sol. Ensuite, autre levier sur lesquels on peut jouer, c'est les apports de matière organique, bien sûr, donc à travers soit des amendements organiques, mais aussi des engrais organiques. Également, autre apport de matière organique possible, ça va être la restitution des résidus de culture. Ou encore le développement des couverts végétaux qui peuvent être très divers. Et puis l'allongement des rotations, on voit qu'il y a un rôle effectivement sur la fertilité du sol. Alors en termes de couverts végétaux, parce qu'on s'est intéressé à la fertilité du sol, mais pas que, on a aussi évalué l'influence des pratiques sur l'état sanitaire des cultures de lavandin. Donc comme Vincent vous en a parlé tout à l'heure, le lavandin est touché par une maladie, donc phytoplasme, qui est véhiculée par la cicadelle et qui entraîne des forts problèmes de dépérissement. Et on a pu constater, en lien avec le CRIEPAM, qui a fait des mesures de mortalité sur le lavandin, que la présence de couverts végétaux permettait donc non seulement d'améliorer la fertilité du sol, mais aussi de diminuer les taux de mortalité sur le lavandin jusqu'à la moitié moins de dépérissement sur les parcelles qui étaient enherbées. Alors on ne sait pas encore très bien expliquer si c'est le fait que ça se fasse une barrière physique, ce couvert végétal, par rapport à la circulation du ravageur, ou si également ça permet d'augmenter l'hygrométrie et de diminuer un peu la température du sol. Or, la cicadelle a besoin d'une température élevée pour faire son cycle. Donc voilà, il y a plusieurs hypothèses, mais les résultats sont là. Avec, alors finalement, tout un tas de choses qui restent à approfondir, notamment sur le type de couvert et sur la manière dont on l'entretient. Donc voilà, finalement, le couvert végétal, comme je vous l'ai dit, ça influence positivement
l'état sanitaire du lavandin. Autre parallèle qui a pu être fait par rapport aux analyses de sol, c'est que le fait de la présence de matière organique fraîche dans le sol permettent aussi de diminuer le taux de mortalité du lavandin. Et la diversification des précédents culturaux également semble aussi favorable à un bon état sanitaire de la culture de lavandin. Alors le petit bémol, c'est que ça peut créer des problèmes de concurrence, ces couverts végétaux, avec des diminutions de rendement, généralement pendant la première année, voire la deuxième année. On manque encore un petit peu de recul, mais a priori, les années suivantes, la tendance semble s'inverser finalement, une fois la concurrence du début de culture passée. Mais voilà, ça reste encore à approfondir. Donc finalement, il y a un gros travail d'investigation qui a déjà été fait, une grosse implication des agriculteurs, puisqu'il y a une vingtaine d'agriculteurs qui ont pu avoir bénéficié de ce type d'analyse de sol et de suivi et de formation. Les perspectives, ça va être la poursuite de ce travail d'animation auprès des agriculteurs, voire de plus d'agriculteurs si on arrive à en intéresser d'autres. Ça a également abouti tout ce travail à la création d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, un GI2E, au sein duquel les agriculteurs démarrent l'expérimentation de différents couverts végétaux et de différents apports organiques dans le sol. Ensuite, on va poursuivre l'évaluation de l'activité biologique de ces sols du plateau, toujours. On a notamment le test du slip, là, qui est assez connu maintenant, qui va être réalisé prochainement, donc qui consiste à enterrer donc, des slips en coton dans le sol pour illustrer l'activité microbienne du sol. Donc, on les déterrera au bout de 3 mois pour voir leur degré de dégradation en fonction des différents types de sols. Donc, c'est une méthode assez pédagogique, intéressante pour les agriculteurs. Et puis, on va réaliser un travail de synthèse en éditant un guide pédagogique qui reprendra les différentes méthodes qui ont été utilisées en termes d'analyse de sol chez les agriculteurs. Voilà, donc également un gros travail qui doit être encore mené en lien avec l'état sanitaire des cultures de lavandin pour asseoir cette transversalité et ces avantages de la fertilité du sol qui ne concernent pas uniquement le sol en lui-même, mais aussi la santé des cultures et puis l'environnement et tout l'écosystème. Donc pour passer à la partie suivante, je vais donner la parole à Nicolas de la Société du Canal de Provence qui va vous parler de l'amélioration de l'efficience des intrants pour réduire les impacts sur l'environnement. Merci Sophie. Donc, bonjour à tous. Donc, Nicolas Urruti, je travaille à la Société du Canal de Provence. Donc, une société d'aménagement qui a installé dans les années fin 80, début 90, tout un réseau d'irrigation sur la partie sud du plateau de Valensole. Et on a observé ces dernières années sur le plateau de Valensole des usages de l'eau différents, en lien avec le dérèglement climatique, c'est certain, en lien aussi avec des nouvelles pratiques d'irrigation, notamment du lavandin, qui, même si c'est une culture méditerranéenne plutôt résistante à la sécheresse, qui valorise quand même relativement bien l'eau et qui, du coup, pour les producteurs, est une façon aussi de sécuriser leur rendement. Alors nous, à la Société du Canal de Provence, dans le cadre de Regain, on s'intéresse notamment, même si on travaille avec les partenaires sur les autres piliers, à 2 questions. La première autour de l'impact de la contrainte hydrique sur le lavandin, sur sa résilience face à la sécheresse. Et un deuxième aspect autour de l'impact de l'irrigation, de la pratique d'irrigation sur les performances agro-environnementales. Est-ce qu'il y a des impacts qui peuvent être négatifs en termes de pollution environnementale, de biodiversité ou pas. Voilà. Donc c'est les types de questions qu'on essaye de répondre. Alors depuis 2 ans, on a installé sur le plateau de Valensole, donc vous voyez sur cette carte à gauche, un réseau de parcelles, d'observation, avec des équipements particuliers, notamment des stations météo connectées, donc qui mesurent la température, l'humidité, les précipitations, tous les jours, à différents pas de temps horaires.
On a aussi installé tout un réseau de tensiomètres, c'est-à-dire d'appareils installés à différentes profondeurs, à 30 et à 60 cm dans les sols, pour suivre la vitesse de déshydratation des sols. Et on a complété ce dispositif cette année avec des dendromètres, c'est-à-dire des petits appareils qui sont placés sur la branche du lavandin et qui mesurent les variations au cours de la journée. Et ça permet de voir notamment les phases où le lavandin rentre en stress, en contraction, donc il n'a plus de croissance journalière. Et pour cela, on s'est basé sur des travaux très récents produits par l'INRAE et l'UMR PIAF. Alors tout ce dispositif nous permet de suivre depuis 2 ans différents indicateurs intéressants que sont des indicateurs de biomasse produite, donc le poids frais, le poids sec, le rendement et la qualité de l'huile essentielle produite, donc après distillation et après chromatographie. Des questions, Sophie en a parlé, de dépérissement du lavandin, c'est-à-dire entre les parcelles irriguées et les parcelles en sec. Est-ce qu'il y a des différences de notation en termes de dépérissement? Donc ça, c'est avec l'Institut technique, le CRIEPAM, que nous réalisons cela. Nous suivons évidemment le contexte météo sur ces différentes parcelles. Nous suivons les itinéraires techniques des producteurs grâce à la Chambre d'agriculture. Nous suivons des indicateurs de biodiversité et de qualité des sols grâce au parc et nous calculons différents indicateurs. Nous avons, pour étudier la première question qui était de savoir quel est l'impact de la contrainte hydrique sur le lavandin, nous nous sommes basés sur un cadre d'analyse donc issu de travaux de thèse récents, donc publiés par l'IALAMAC cette année, et qui permettent de décomposer le cycle du lavandin en quelques phases assez simples, puisque le lavandin est une culture pérenne qui dure jusqu'à 8 ans, voire 10 ans sur les parcelles. Et donc il y a chaque année une sorte de répétition de différentes phases. La première, c'est une phase, on va dire, de dormance, où la croissance est très, très ralentie pendant l'hiver. Puis, juste au moment du printemps, en avril, une phase vraiment de développement végétatif très rapide, de croissance très rapide, avec la production des hampes florales, la production des fleurs, et donc une croissance très, très rapide. Cette croissance, elle s'arrête plus ou moins au mois de juin, parce que les températures deviennent très élevées, les sols deviennent de plus en plus secs, et il y a donc une phase de contraction estivale qui se met en place jusqu'à la récolte à peu près. Puis vient une phase de reprise post-récolte qui, elle, se situe en août ou en septembre et qui, en fait, est vraiment importante puisque c'est une phase où le lavandin reprend de la végétation, les feuilles continuent à croître et les réserves se font pour l'année suivante. Donc c'est une phase importante, notamment à surveiller d'un point de vue de la contrainte hydrique. Ce qu'on a observé grâce à notre réseau de mesures depuis 2 ans, c'est évidemment des profils météorologiques différents. Donc vous avez sur la droite quelques cartes qui présentent les cumuls de précipitations entre début juin et mi-juillet sur le plateau de Valensole. Donc on a en 2019 une année avec un printemps qui a été au début humide, mais dont les pluies se sont arrêtées assez vite. Et ça a provoqué une sécheresse des sols assez rapide. Puis en juin, fin juin, des canicules en 2019 très importantes. A l'inverse, en 2020, on a eu des sols qui se sont humidifiés jusqu'à la mi-juin. Et donc, voilà, des lavandins qui n'ont pas souffert ou très peu de la contrainte hydrique. C'est visible sur le graphique de gauche avec les tensiomètres. Donc qui représente l'état de liaison de l'eau avec les particules du sol. Donc plus la tension est grande, plus ça veut dire que l'eau est accrochée aux particules de sol et donc est moins disponible pour le lavandin. Ce qu'on suit également grâce aux stations météo, c'est la sécheresse de l'air. Parce qu'au-delà de la sécheresse des sols, il y a aussi la question de la sécheresse de l'air qui peut être problématique sur les végétaux puisque cette sécheresse de l'air crée des forces de tension très très importantes et donc une demande d'évapotranspiration très forte. Et le problème, lorsque cette tension devient très grande, notamment lors des journées de grosse chaleur, c'est qu'elle peut provoquer des ruptures de la continuité hydraulique dans les plantes. Ça a été montré sur différentes espèces d'arbres, d'arbustes, et c'est vrai aussi sur le lavandin. À partir d'un certain moment, il y a des phénomènes de cavitation qui se créent avec ce qu'on appelle de l'embolisme, c'est-à-dire de l'air qui rentre dans les tuyaux
à la place de l'eau, et donc il y a une fragilisation du végétal, et ça peut engendrer des problèmes de mortalité, des problèmes peut-être aussi de fragilité vis-à-vis du dépérissement. En tout cas, c'est un indicateur qui est intéressant à suivre, et on voit qu'en 2019 et en 2020, on a eu des phénomènes très très différents, voilà, qui sont montrés sur ces cartes. Maintenant, je vais vous montrer quelques graphiques rapidement de la dendrométrie, c'est-à-dire de la croissance des branches de lavandin au cours de la saison. Donc, sur ce graphique, vous avez la croissance d'une parcelle en conditions irriguées entre la mi-mai jusqu'à fin août. Donc, on voit ce que j'expliquais tout à l'heure, donc une phase de croissance végétative importante au début du printemps, puis une contraction estivale sur le mois de juillet cette année, jusqu'à la récolte. Et là, on est chez un lavandiculteur qui a choisi d'irriguer juste après la récolte, et on voit que cette irrigation a permis une croissance beaucoup plus rapide, une reprise de végétation beaucoup plus rapide, notamment lorsqu'on la compare avec une autre parcelle en conditions sèches, où là, le producteur n'a pas irrigué suite à la récolte, et donc on voit que cette contraction estivale, elle est beaucoup plus longue, jusqu'à finalement la mi-août, un moment où il y a les pluies qui reviennent, et où du coup la plante peut refaire une certaine croissance et produire de la photosynthèse. Donc on a des contextes différents. Ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui, c'est l'impact de cette contraction estivale. À partir de quand est-ce qu'elle devient problématique pour le lavandin? À partir de quand est-ce qu'elle peut fragiliser la résilience du lavandin et donc sa capacité à produire de manière intéressante l'année suivante? Maintenant, je passe à la question numéro 2, qui était de connaître et d'évaluer l'impact des pratiques d'irrigation sur différents enjeux agro-environnementaux. On s'est rendu compte, notamment en 2019, que les parcelles irriguées avaient des résultats de production nettement supérieurs à ceux des parcelles en sec. Ça, c'est visible sur les graphiques à gauche, où on observe que ce soit sur la biomasse fraîche ou sur la quantité d'huile essentielle produite, des écarts importants. Donc il y a une certaine variabilité, c'est montré par les boîtes à moustaches, entre les deux groupes, mais on voit globalement une bonne valorisation de l'eau sur les parcelles de lavandin. C'est également visible sur le graphique de droite, où on a représenté la courbe en fait, de réponse du rendement du lavandin en huile essentielle par rapport à la quantité d'eau reçue, totale, c'est-à-dire à la fois les précipitations et les irrigations. Donc on voit qu'il y a une certaine courbe qui s'installe. Alors il faut faire attention au fait qu'il y a certaines parcelles ont des âges différents, c'est représenté par la taille des points, mais les parcelles irriguées ont des rendements qui sont en général supérieurs. Ça mérite d'être confirmé, notamment en 2020, où on a eu une année plus humide au printemps, avec des irrigations qui se sont décalées, en fait, qui ont été plutôt positionnées après la récolte. Et donc, ce sera intéressant de voir aussi sur finalement une année, après une année de sécheresse, comme en 2019, est-ce que l'impact de la contrainte hydrique est visible aussi l'année suivante. On attend les résultats pour l'année 2020. Pour poursuivre sur les autres enjeux environnementaux, les autres questions qu'on se pose, c'est notamment liées aux autres pratiques agricoles. Est-ce que l'irrigation du lavandin favorise ou induit des usages de fertilisation ou de produits phytosanitaires différents? Ce qu'on a observé en 2019, d'après les enquêtes, c'est qu'il n'y avait pas forcément de différence importante sur ces aspects d'intensification des pratiques agricoles. Et sur la qualité, sur les indicateurs de qualité des sols, de qualité biologique des sols, on n'a pas non plus observé de différence. Alors, il y a évidemment des variabilités très importantes d'une parcelle à l'autre. Ce qu'on essaye de creuser, notamment avec l'IMBE à Montpellier, c'est de voir s'il y a des choses qu'on observe sur la durée. Et sur la question enfin du dépérissement, donc sur les différentes années de croissance du lavandin, donc entre les parcelles qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, c'est encore difficile de conclure, mais on a l'impression aussi qu'il pourrait y avoir une relation
en tout cas les parcelles irriguées présentent des symptômes un peu moins dépérissants. Donc voilà, ça mérite d'être confirmé, hein, mais ce sont des pistes de travail. En conclusion et en perspective, rapidement, donc, on a obtenu des résultats intéressants qu'on a commencé à diffuser auprès des producteurs sous la forme de bulletins, sous la forme de réunions techniques, qui montrent donc que la contrainte hydrique peut être impactante pour le lavandin, notamment à certaines périodes. Et les questions finalement qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est d'une part, c'est de savoir finalement quelles sont les phases les plus critiques en termes de contraintes hydriques et quelles sont celles qui seraient les plus préjudiciables. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut mettre en évidence des seuils à partir desquels justement la croissance du lavandin devient impactante. Et enfin, troisième question, c'est comment est-ce qu'on arrive à spatialiser des résultats que l'on obtient sur des parcelles. Vous avez vu, c'est un nombre limité de parcelles aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à le diffuser, à le spatialiser sur des échelles beaucoup plus grandes pour pouvoir conseiller d'autres agriculteurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Charles Roman de la Chambre d'agriculture qui va vous parler d'efficience des engrais. Bonjour à tous, je suis Charles Roman, conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence et je suis le co-animateur du projet Regain. Donc, dans le prolongement de ce pilier numéro 3, je vais vous parler de l'efficience des engrais minéraux. Cet axe-là, il y a pour l'instant que la Chambre d'agriculture qui y travaille. Je vais vous parler des travaux qui ont été réalisés jusqu'à présent par notre structure sur les engrais minéraux que l'on utilise sur les cultures céréalières. Alors pourquoi sur les cultures céréalières? C'est que les apports azotés sont nettement plus importants qu'en plantes à parfum. Pour les grandes cultures comme le blé dur, on se situe plutôt vers les 150 unités d'azote, alors que sur les plantes à parfum, eh bien, les apports sont comment dirais-je, sont autour de 50 à 60 unités. Je vais vous parler aussi des prélèvements, donc des reliquats azotés que nous avons pu réaliser et des suivis que je réalise depuis 2019, depuis mon arrivée à la Chambre d'agriculture. Un petit rappel, alors là, sur cette cartographie du plateau de Valençol, donc comme tout à l'heure a pu le dire Vincent, c'est que toutes les communes sont en zone vulnérable nitrate. Et il y a en tout 5 aires d'alimentation de captage. En ce qui concerne ces sources, vous en avez une à Gréous, une autre à Riès, après il y en a une autre aussi à Puy-Moisson, et il y en a 2 sur la commune de Romoul. Et c'est sur ces 2 graphiques où vous avez les teneurs en nitrate. Alors par exemple pour le forage de Riaille, on est légèrement en dessous des 50 mg d'azote, des 50 mg de nitrate. Les teneurs sont quand même assez importants, mais si l'on compare la source de la bouscole, eh bien là, nous dépassons quand même de temps en temps ce seuil des 50 mg par litre d'eau. Et il y a aussi, en plus de cela, des problèmes de produits phytosanitaires et de 2,6-D, du 2,6-dichlorobenzamide, qui est un produit de dégradation sur herbicide à lavandin. On en retrouve toujours dans ces nappes phréatiques alors qu'il est interdit depuis 2003. Alors notre objectif, c'est de diminuer les pollutions au nitrate sur le territoire du plateau de Valençol. Depuis fin 2014, début 2015, des travaux de prélèvement de reliquats azotés ont été réalisés chez plusieurs agriculteurs, mais les résultats étaient publiés, comment dirais-je, il n'y avait pas de publication au sens large, c'était juste des échanges qui se faisaient individuellement avec les agriculteurs. Des formations sont régulièrement effectuées par des personnes de la Chambre d'agriculture afin de mieux connaître la nature de ces sols, et l'objectif c'est de fertiliser de manière très correcte et que l'efficience de ces engrais minéraux soit
soit bien réalisé sur le territoire du plateau de Valençol pour éviter les pollutions nitrates dans ces nappes phréatiques. Nous avons un support de communication qui s'appelle les bulletins Regain. Donc nous, on parle toujours dans ces différents numéros par rapport à l'aspect fertilisation de la réglementation en zone vulnérable pour que les agriculteurs soient au courant de ces différentes mesures. Nous parlons des conseils agronomiques aussi, et nous informons aussi tous les différents travaux que chaque atelier nous réalisons dans le cadre de ce projet Regain. Nous en publions en moyenne 5 fois par an, et ces documents sont envoyés à tous les agriculteurs du plateau de Valençol, donc il y en a environ 250, et également aussi aux instituts techniques et aux entreprises spécialisées dans le domaine de l'agriculture du territoire du plateau de Valençol. En ce qui concerne la rédaction, comme j'ai pu vous le dire, il y a les membres du CODIR Regain qui y participent, mais il y a aussi Arvalis qui nous épaule sur les sujets de fertilisation. Et avant la publication, avant qu'on publie ce document-là, il est relu par des structures comme Agribio 04, GPS et Prodia. Et dans le prochain numéro, on parlera entre autres de la campagne des reliquats azotés qui va débuter à la fin de l'automne. L'objectif, ce sera d'indiquer aux agriculteurs qui devront vite contacter leur coopérative ou leur entreprise, tout simplement avec lesquelles ils sont en collaboration, pour qu'ils puissent prélever à temps ces reliquats azotés, parce qu'il y a de fortes demandes et malheureusement parfois les prélèvements se font très tardivement, au mois de février, et parfois malheureusement ils n'ont pas le temps de les prélever. Là je vais vous parler de l'étude que l'on réalise depuis 2019. Nous suivons 4 parcelles céréalières. Donc les 3 premières étaient en blé dur et la 4e en orge, et les précédents étaient différents. Comme vous pouvez le voir, pour la parcelle numéro 1, elle était en blé dur, la parcelle numéro 2 en lavandin, la parcelle numéro 3 en sainfoin et la parcelle numéro 4 en sauge clarée. En ce qui concerne les prélèvements, donc ce que vous voyez en bleu, excusez-moi, ce sont les prélèvements des reliquats azotés qui ont eu lieu début novembre, et en rouge, les prélèvements qui ont eu lieu début décembre 2019, donc un mois plus tardivement. Et là, on constate que sur 3 parcelles, les reliquats sont nettement moins importants. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu de fortes précipitations en fin de période, à la fin de l'automne, excusez-moi. Voilà. Et paradoxalement, la parcelle numéro 3, les reliquats sont un petit peu plus importants en décembre qu'au mois de novembre, car il y a eu des effets, il y a eu un effet, si vous voulez, sur le précédent par rapport au sainfoin, si vous voulez, et il y a eu un relargage d'azote, d'où cette légère augmentation. Donc il faut être très très vigilant lorsque vous avez un précédent légumineuse sur la fertilisation que vous allez apporter sur votre culture céréalière. Sur ce graphique, sur ces histogrammes, nous voyons les apports azotés. Il y a quand même des grandes différences. Cela dépend entre autres de l'objectif du rendement, mais également aussi de l'état sanitaire de la parcelle. C'est pour cette raison qu'à la parcelle numéro 1, les apports azotés ont été plus faibles. Ils ne sont que de 104 unités d'azote. Et en moyenne, nous sommes autour de 150 unités. Mais cependant, la parcelle numéro 3, les apports ont été très importants car ils ont été de 171 unités d'azote. Par rapport aux reliquats azotés post-récolte, là nous avons des résultats totalement différents. On s'aperçoit que la parcelle numéro 3, les reliquats sont très importants car ils sont de 36 unités d'azote. Les apports ont été très importants avec les 171 unités. La parcelle numéro 1, il y a eu des gros problèmes d'adventice, notamment de coquelicots, également aussi de folle avoine. Donc les reliquats étaient de 27 unités. En revanche, l'azote a été mieux assimilé et nous avons des reliquats très très faibles pour les parcelles numéro 2 et les parcelles numéro 4, dont les précédents étaient en plante à parfum. Les rendements,
nous avons des résultats qui sont totalement différents. Vous voyez bien que les parcelles où les reliquats étaient les plus faibles en post-récolte, eh bien, ce sont les parcelles qui ont eu les meilleurs rendements, comme c'est le cas sur la parcelle numéro 2 avec 39 quintaux par hectare et 45 quintaux hectare pour la parcelle numéro 4. La parcelle numéro 3, le rendement a été un peu plus faible que prévu. Il aurait dû être de 35 unités. Finalement, il n'est que de 32. De 35 quintaux, il n'est que de 32 quintaux. Et la parcelle numéro 1, eh bien, là, ça a été assez catastrophique. Les rendements n'ont été que de 15 quintaux. En ce qui concerne les préconisations, vu ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, il faut éviter de faire du blé sur blé pour diminuer les pressions des adventices. Et l'objectif, c'est de favoriser les rotations, tout simplement. Et être aussi très vigilant sur quand on a un précédent en légumineuse, que ce soit en luzerne ou en sainfoin, car on peut avoir des reliquats azotés très importants. Et il faudrait même sous-estimer les apports azotés sur les cultures céréalières lorsqu'on a un précédent en légumineuse pour éviter tout problème de pollution au nitrate. Et il faut aussi surtout bien prendre en compte le reliquat azoté à la sortie de l'hiver afin d'optimiser ce premier apport azoté et de prendre en compte aussi l'état sanitaire de la parcelle et l'objectif de rendement. Notre souhait, la Chambre d'agriculture, c'est de favoriser l'irrigation parce que ça permettra les rotations seront plus importantes, il y aura plus de cultures différentes, ça sera aussi un moyen de diminuer les pressions fongiques et les problèmes liés aux adventices, et aussi de semer des sipans plus facilement, parce que sans eau, malheureusement, ces cultures intermédiaires pièges à nitrate à la fin de l'été, eh bien, elles ne peuvent pas germer. Et là, je vous fais un petit rappel du contexte du plateau de Valençol sur ces cultures intermédiaires pièges à nitrate. Les sipans sont obligatoires entre une culture d'hiver et une culture que l'on sème au printemps, comme c'est le cas, comme on peut le voir sur cet écran. C'est que lorsqu'il y a une récolte de blé dur début juillet et que vous allez semer l'année d'après en avril votre tournesol, eh bien, il faut qu'il y ait bien un couvert végétal. Il doit être obligatoire entre le 23 septembre et le 1er décembre. Alors là, nous sommes dans un cadre de non-obligation, mais il est quand même recommandé de semer une sipan entre deux cultures hivernales. Quand vous avez la récolte d'une culture de blé dur début juillet et que vous allez semer votre orge début octobre, eh bien là, elle n'est pas obligatoire parce qu'il y a un semis qui a lieu entre le 23 septembre et le 1er décembre. Mais il serait quand même souhaitable de mettre une sipan entre ces deux cultures, sachant que les apports azotés sont importants, tout simplement. Et voilà, donc notre souhait, ça serait de développer l'irrigation pour résoudre ces problèmes de rotation. Dans les perspectives pour le futur, nous souhaitons développer des travaux sur les reliquats azotés, sur les plantes à parfum, et de développer des échanges entre autres avec le CRIEPAM sur ce sujet, sur la lavande, le lavandin, sur la sauge clarée et notamment sur la coriandre, qui est une culture un peu particulière car il n'y a pas de dose plafond, contrairement aux autres cultures en plantes à parfum. Nous allons travailler aussi sur les travaux, donc sur tout ce qui concerne les déchets verts, aussi les pailles de lavande, les composts, donc en lien avec le projet Valobium. Nous échangerons entre autres avec le parc du Verdon sur ce sujet. Voilà, après de diversifier les cultures, comme j'ai pu le dire, et aussi, surtout qu'il y a de la demande de la part de plusieurs coopératives comme GPS, et d'élargir nos travaux sur des sujets liés aux produits phytosanitaires et d'évaluer les IFT des parcelles que l'on suit tout simplement. On vous remercie pour votre attention.